Vous souffrez de réveil nocturne, vous vous réveillez plusieurs fois la nuit, ou alors vos réveils durent longtemps, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, et vous êtes épuisé le lendemain matin et surtout nuit après nuit. Eh bien, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous expliquer pourquoi, quelle peut être la raison et surtout vous donner des solutions. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Aurélie Montin, je suis consultante sommeil depuis 2020 et je vous accompagne pas à pas à améliorer votre sommeil, à comprendre déjà ce qui vous arrive et puis à trouver des solutions qui sont adaptées. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet avec une des raisons que je vois très souvent dans le cas de troubles du sommeil, qui est en cause lorsqu'il y a des réveils. Ce qu'il faut savoir, c'est que la nuit, votre corps, il est en processus différent par rapport au jour. Et votre système digestif va faire un travail très spécifique, très important, tout au long de la nuit et en fonction des différents cycles et phases de la nuit. Vous allez avoir tout un processus de détoxification puis d'élimination qui se met en place et qui se prépare pendant cette phase d'activité nocturne. Parce que pendant le jour, il y a tellement de travail autour de la digestion, ça demande tellement d'énergie et puis il y a tellement à faire pour ensuite dispatcher les ressources, et bien qu'on a besoin de la nuit, d'un temps de repos digestif pour qu'il puisse se mettre en place des choses. Et puis de toute façon, vous le savez, peut-être si vous me suivez sur cette chaîne, sinon je vous invite à aller regarder d'autres vidéos, et bien tout le fonctionnement physiologique de votre corps est orchestré par votre horloge biologique. Et donc, les commandes, les ordres, l'impulsion va être différente en fonction de si c'est le jour, de la nuit. Bref, pourquoi je vous parle de ça? Parce que quand votre système digestif, il rencontre une difficulté, quand il ne peut pas faire son travail correctement, comme il le souhaite, de façon optimale, qu'il y a quelque chose qui entrave son fonctionnement, eh bien, il va tirer la sonnette d'alarme. C'est imagé, mais c'est à peu près comme ça que ça se passe. Il va y avoir un réveil. Alors, souvent, ce qui se passe, c'est que les premières phases de la nuit, où il y a une grosse pression, une grosse faim de sommeil, c'est pas vraiment là qu'on va s'en apercevoir. Là, en principe, vous allez dormir. Il va y avoir 2, voire 3 cycles de sommeil qui s'enchaînent. Vous profitez pleinement de cette récupération. Ok. Par contre, vers 3 heures, 4 heures du matin, problème. Vous vous réveillez. Peut-être que vous avez un peu chaud. Peut-être que vous êtes un peu nauséeux. Peut-être que vous avez envie d'aller aux toilettes. Parfois, certaines personnes vont même avoir envie d'aller à la selle à ce moment-là tous les jours. Or, ce n'est pas normal. Je mets des guillemets parce que la normalité va correspondre à ce qu'on peut constater chez la majorité des gens et surtout à ce qui correspond à ce qu'on sait de l'horloge biologique aujourd'hui. On n'est pas censé se lever X fois pour aller uriner la nuit, ni aller à la selle la nuit. En principe, ça se met en place au réveil, avec la montée du cortisol, avec le corps qui se met dans son système de vigilance, d'éveil, d'activité. Ok. Donc, si après ces phases de récupération, il y a un stimulus, qui pour le coup est un stimulus intérieur, d'accord? Les stimuli ne sont pas forcément un bruit extérieur, le partenaire qui bouge, un bébé qui pleure. Non, non, ça peut être aussi ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est de ça dont on parle aujourd'hui. Donc s'il y a ce stimulus à l'intérieur, parce que le système digestif est gêné, eh bien vous allez vous réveiller. Et ce réveil peut durer un certain temps. D'ailleurs, souvent, il va durer entre 1 heure et 2 heures, mais souvent c'est vraiment un cycle de sommeil, ça va faire à peu près 1 heure et demie. Donc on peut se rendormir 1 heure et demie plus tard, mais souvent il ne reste pas grand chose avant que le réveil ne sonne. Il y a plusieurs raisons qui font que le système digestif peut être entravé à ce moment-là. Je vais en citer une aujourd'hui parce que je la vois très régulièrement et surtout parce qu'il y a des leviers très simples à activer pour pouvoir soit laisser de côté ce problème-là, soit aller regarder si c'est ça ou pas. C'est la constipation. Si vous êtes constipé, eh bien vous allez avoir une cascade problématique, une série de phénomènes en chaîne qui vont aboutir à ce que votre corps se réveille. Alors il y a 3 choses qu'on va évoquer là aujourd'hui. Déjà, de façon directe, si vous êtes constipé, eh bien, vous pouvez avoir des douleurs.
des douleurs au ventre qui font que vous vous réveillez. Dans un micro-réveil, la douleur est là, donc votre corps bascule vers un vrai réveil. Je vous renvoie à l'architecture du sommeil, une autre vidéo que j'ai fait sur le sujet, si tout ça c'est un petit peu flou pour vous. Mais il y a d'autres éléments. Ça peut être aussi parce que vous avez envie d'aller uriner. Donc il n'y a pas forcément de douleur. En revanche, vous allez avoir besoin d'aller uriner 1 ou 2 fois. Pourquoi ? Parce que votre ventre il est plein, parce que ça prend de la place. Et donc, la vessie, elle a moins de place. Donc, sitôt qu'elle se remplit un petit peu, tout de suite, comme elle est un peu coincée, qu'elle ne peut pas s'étendre correctement, eh bien, vous allez avoir le signal envoyé comme quoi il faut aller aux toilettes. Et le 3e élément, ça va être l'inflammation que ça provoque. Quand on est constipé, il va y avoir tout un phénomène d'inflammation, peut-être même de réabsorption des toxines au niveau du côlon, qui fait que votre corps va se retrouver dans une situation d'alerte. L'inflammation, elle va être liée à une stimulation du système immunitaire, elle va être liée peut-être à la muqueuse intestinale qui se retrouve abîmée par cette constipation, et puis par des toxines qui ne peuvent pas s'évacuer correctement. Donc tout ça, ça fait que votre corps, lui, il est en vigilance parce qu'il est dans une situation dangereuse. Alors bien sûr, pas dangereuse comme je me fais attaquer, mais c'est dangereux pour lui de ne pas pouvoir éliminer les toxines qu'il a. Gardez bien à l'esprit que si on a un système digestif, c'est à la fois pour faire rentrer des choses, absorber, se nourrir, apporter des ressources au corps, mais c'est aussi parce que le corps, il doit éliminer toutes les toxines, tout ce dont il n'a pas ou plus besoin, que ce soit à la fois des choses endogènes, donc les sous-produits métaboliques, les choses les déchets que le corps produit lui-même, ou alors les toxines exogènes, c'est-à-dire la pollution extérieure, ça va être aussi tout ce qu'on a dans notre alimentation qui n'est pas bénéfique ou utile, favorable pour le corps, et dont il doit se débarrasser. Alors bien sûr, les intestins ne sont pas le seul émonctoire, c'est-à-dire organe d'élimination. Il va y avoir aussi les poumons, il va y avoir aussi les reins avec l'urine, et il va y avoir aussi la peau. Mais les intestins restent quand même un des émonctoires les plus importants et qui va œuvrer grandement à ce que votre corps puisse fonctionner correctement. Donc, on se soucie de son transit. On se soucie de la quantité et la qualité des selles. Alors dit comme ça peut paraître un petit peu surprenant parce qu'on n'a pas été habitué à se poser la question des selles. On considère ça un peu comme, faut surtout pas en parler, quand on aborde, c'est bizarre. Mais en fait, c'est un très bon reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Quand vous observez vos selles, vous allez apprendre plein de choses sur votre niveau de santé, sur la qualité de votre microbiote, sur ce qui se passe pour vous en fait. J'ai été très surprise tout au long de mon parcours, là sur notamment ces dernières années, à vous accompagner dans le quotidien, à me rendre compte que certaines personnes vont considérer avoir un bon transit, ne pas être constipées, alors qu'elles ne vont pas à la selle tous les jours, qu'elles vont à la selle tous les 2 ou 3 jours. Ne pas aller à la selle tous les jours, c'est considéré comme de la constipation. Vous mangez bien tous les jours. Vous devez aller à la selle tous les jours, voire même plusieurs fois par jour. Attention, c'est pour ça que je parlais de la qualité des selles, parce que la façon dont vont être vos selles vont aussi être un indicateur. C'est-à-dire que si vous allez à la selle 3 fois par jour, mais que les selles elles sont très très molles, très liquides, c'est pas une bonne chose. Ça veut dire que là, il y a probablement une grosse inflammation, qu'il y a une sorte de vidange qui se fait, qui est provoquée par cette inflammation, donc c'est pas non plus ce qu'on va rechercher. Ce qu'on va rechercher, c'est d'aller à la selle tous les jours, 1, 2, voire peut-être même 3 fois par jour, mais avec des selles qui vont être ce qu'on appelle moulées, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de pousser pour aller à la selle, c'est pas douloureux, et en même temps, c'est pas non plus trop liquide, diarrhée. Bon, ça c'est pour la définition de la constipation. Vous avez l'échelle de Bristol, vous pouvez chercher sur internet. L'échelle de Bristol, elle vous permet de voir un petit peu à quoi peuvent ressembler les différentes selles et ce qu'on peut en comprendre. Et maintenant, là où je veux vous emmener dans cette vidéo, après avoir finalement posé tout ce contexte, c'est qu'est-ce qu'on peut faire si on est constipé pour justement éviter que ça abîme, que ça altère votre sommeil. La première chose, ça va être de valider votre alimentation. Votre qualité du transit dépend directement de ce que vous allez manger.
Et d'ailleurs, si vous faites évoluer votre alimentation, vos habitudes alimentaires, vous allez voir que eh bien, votre transit et vos selles vont changer aussi. Donc, si on mange énormément de céréales, si on mange pas de viande ou beaucoup de viande, si on mange beaucoup de légumes ou pas de légumes, si on mange cru ou cuit, eh bien tout ça, ça peut avoir un impact sur votre transit. Donc c'est important d'aller travailler l'alimentation. Je vous ai déjà fait une vidéo sur l'alimentation. C'est un tellement vaste sujet que il y a énormément de choses à en dire et c'est vrai que lors de mes accompagnements, on passe vraiment du temps à détailler quelle serait la meilleure alimentation pour chacun en fonction de sa situation. Là, ce que j'ai envie de vous dire, c'est faites attention à ce que votre alimentation elle soit la plus brute possible. C'est-à-dire qu'on bannit complètement l'alimentation industrielle, ce qu'on appelle les aliments ultra transformés. Tout ce qui est en barquette, tout ce qui va être transformé X fois avec plein d'additifs, on rajoute des trucs. Ça, pour votre microbiote, pour votre ventre, c'est vraiment une catastrophe et en plus, ça n'a pas de valeur nutritionnelle intéressante. Donc, hop, on bazarde et on va vers ce qu'on appelle des aliments bruts, c'est-à-dire ce que vous pouvez pêcher, chasser, cueillir, cultiver. Ok, ça, c'est déjà beaucoup plus intéressant. Deuxième conseil, si vous avez un transit qui est vraiment ralenti, ça vaut le coup d'aller vers les massages. Les massages vont vous permettre, donc les massages du ventre, vont vous permettre d'activer tout ce système qui peut-être à un moment donné a été trop ralenti, peut-être en raison d'une alimentation non adaptée. Donc vraiment les massages, ça permet de remettre en mouvement et puis manuellement, de façon mécanique, ça permet d'activer ce transit. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse très spécifique sur un massage qui s'appelle le massage Chenei Tsang, qui est un massage très spécifique au niveau des viscères avec des points d'acupression. Donc vraiment trouver un thérapeute bienveillant qui vous fasse pas mal et qui soit vraiment bien formé, qui puisse faire ce travail-là avec vous vraiment de façon très, très sérieuse, très professionnelle. Et vous allez voir que ça peut révolutionner votre transit. Mais après, juste un massage, alors bien dans le sens des aiguilles d'une montre par rapport à vous. Donc faites bien le massage à chaque fois de votre droite vers votre gauche pour accompagner les selles dans le bon sens. Ensuite, vous allez avoir tout ce qui est mouvement. Si vous faites de la marche, donc là on est au troisième conseil, tout ce qui va être marche, peut-être course à pied, en tout cas tout ce qui va être activité physique, eh bien ça va venir activer toute cette sphère viscérale, ça va vous permettre d'accélérer votre transit et de solutionner vos problèmes de constipation si vous en avez. Dans la même idée, ça va être le quatrième point, ça va être la respiration. Si vous utilisez convenablement votre diaphragme grâce à la respiration, eh bien vous allez pouvoir masser vos intestins. Le diaphragme, c'est un muscle qui descend, qui monte en fonction de quand on inspire, il descend, c'est ce qui provoque l'inspiration, et puis ensuite il remonte pour l'expiration. Et donc dans ce mouvement, ici, comme un piston, il va venir masser les viscères. Et donc, si vous avez une respiration qui est dysfonctionnelle, si vous avez votre diaphragme qui est bloqué par le stress, par la charge du quotidien, par de mauvaises habitudes de respiration, eh bien, il ne joue pas ce rôle. Et donc, le fait de réactiver cette fonction respiratoire va vous permettre aussi de lutter contre la constipation. Cinquième conseil, achetez-vous une trampoline. Et oui, ça va faire bouger le ventre. Ça fait bouger les fascias, ça fait bouger, ça vous fait bouger tout le corps en plus. Si vous avez peu d'activité physique, c'est un bon moyen de bouger. Il y a des petites trampolines qui se vendent, qui ne sont pas trop chères, que vous pouvez mettre dans votre jardin si vous en avez un, ou même sur une petite terrasse. Alors bon, ne faites pas ça sur une terrasse d'un immeuble, faites attention bien sûr en termes de sécurité, mais en tout cas si vous avez la possibilité, c'est un super levier pour venir faire bouger tout ça, remettre les choses en mouvement et accélérer votre transit. Donc si je récapitule, 5 conseils. Déjà, l'alimentation, les massages, l'activité physique, la respiration, le trampoline. On est encore dans le mouvement, mais je préférais le citer quand même parce que souvent on n'y pense pas. 5 conseils, piochez-en parmi ceux-là, voyez ce qui vous convient le mieux, et puis allez-y, ne laissez pas votre transit comme ça au hasard en suspens, ne vous dites pas que ce sera pour plus tard, parce que ça perturbe vraiment votre sommeil.
Alors bien sûr, ça va peut-être pas se faire du jour au lendemain, il faut le temps aussi que ça puisse se réactiver, donc laissez le temps. Mais vous allez voir que de jour en jour et de semaine en semaine, ça évolue très positivement. Et je vais conclure cette vidéo sur un point important à ne pas négliger. Si vous avez la sensation de travailler sur votre transit, de mettre des choses en place et que ça reste très difficile, c'est peut-être que votre thyroïde est complètement à plat. Pensez-y. La thyroïde, dans tout ce qu'elle fait de merveilleux dans notre corps, eh bien, elle va gérer la rapidité de votre métabolisme. Donc, une thyroïde qui est complètement raplapla, alors ça peut être en lien avec une maladie thyroïdienne, peut-être une maladie auto-immune, on pense bien sûr à la thyroïdite d'Hashimoto, mais ça peut être simplement une thyroïde qui est vraiment très fatiguée, ce qu'on appelle une hypothyroïdie frustre, et qui va ralentir votre transit et quel que soit ce que vous faites, c'est cata. Donc peut-être aller checker ça, d'ailleurs vous pouvez même commencer par ça pour voir un petit peu où vous en êtes. Vous pouvez le faire en collaboration avec votre médecin généraliste, avec un médecin fonctionnel. Quand vous allez explorer la thyroïde, j'ai fait tout un podcast sur la thyroïde, hein, n'hésitez pas à aller l'écouter, mais pensez bien à aller vérifier les 3 marqueurs, la TSH, la T3 et la T4. Ça permet vraiment d'avoir des informations suffisantes pour en déduire quelque chose de concret. On peut avoir une TSH normale et les autres marqueurs qui sont complètement au chou ou qui sont justement très très hauts. C'est pas complet d'aller voir que la TSH, donc n'hésitez pas à faire les 3 marqueurs pour vraiment avoir le puzzle avec toutes les pièces. Donc vous pouvez commencer par ça et puis ensuite mettre des choses en place. Vous pouvez déjà tester plein de choses et si c'est pas suffisant, allez explorer un petit peu au niveau des prises de sang, voir ce que ça donne. Si cette vidéo vous a plu, que ça vous a apporté des éléments nouveaux, eh bien partagez-la. Peut-être que d'autres personnes pourront aussi y trouver leur compte et avoir des solutions à leurs problèmes de constipation et leurs problèmes de sommeil. Pensez à mettre un petit pouce, vraiment c'est juste un clic pour vous, mais c'est tellement important pour moi pour savoir que ce sujet vous a plu, que peut-être ça peut valoir le coup que je développe encore plus et surtout ça permet à la vidéo d'être bien référencée, bien vue et donc ça soutient cette chaîne complètement gratuitement pour vous. Donc merci d'avance à tous ceux qui mettront le petit pouce en l'air. Vous pouvez aussi me poser des questions en commentaire. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à tout de suite pour une nouvelle vidéo.